Parlons peu, parlons IE, le podcast de l'intelligence économique. Bonjour. Le Club Droit de l'École de guerre économique a le plaisir de vous retrouver pour son nouveau podcast. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'export control dans l'industrie de défense française. Tout au long de ce podcast, nous allons vous présenter ce qu'est l'export control, quelle est sa place dans une entreprise de défense française et enfin ses enjeux. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir le témoignage précieux de M. Louis-Marie Plus. En quelques mots, M. Plus a commencé sa carrière au SGDSN, où il s'est spécialisé dans le contrôle des exportations d'armement. Puis il se tourne davantage vers l'industrie de défense chez Nexter. Aujourd'hui, il occupe le poste de Trade Compliance Officer chez Thales, ainsi que chez Aeromapper, une filiale de cette dernière. Bonjour Monsieur Plus. Tout d'abord, nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous sur la question du contrôle des exportations et nous vous remercions de consacrer ce temps à cette discussion. Pourriez-vous nous présenter brièvement votre métier ainsi que vos différentes missions à votre poste ? Alors bonjour, merci de m'interroger. Alors ma mission, c'est d'assurer la conformité des opérations d'exportation de matériel de guerre bien sensible pour le groupe Thales. Sachant que assurer la conformité des ventes et des exportations, ça nécessite d'avoir donc une capacité de blocage pour protéger en fait l'entreprise. Et cette capacité de blocage, elle nécessite d'avoir une mission d'anticipation des opérations pour prévenir en fait les éventuels blocages, pour éviter évidemment de bloquer. On n'a pas pour mission de bloquer l'entreprise, mais d'assurer la conformité. Et donc pour éviter de bloquer, il faut prévenir et donc anticiper les opérations, donc suivre les opérations depuis le début, depuis les remises d'offres jusqu'au moment de l'exportation pour préparer en fait ces opérations. D'accord. Du coup, par rapport à vos exportations, vous faites des demandes de licence auprès de la Direction Générale de l'Armement qu'on va appeler DGA pour le podcast. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se passent les différents rapports avec la DGA de votre côté par rapport à Thales ? Alors la DGA, c'est le ministère des Armées, plus particulièrement la DGA, sont nos autorités de tutelle. Donc ils font à la fois du soutien à l'exportation, donc vis-à-vis des commerçants, sur les programmes d'armement, mais c'est aussi l'autorité de contrôle. Et donc au sein de la DGA, il y a une sous-direction qui s'occupe du contrôle des exportations, qui est un peu le portail d'entrée de toutes nos demandes de licence. Donc dès qu'on a besoin d'une demande de licence, dès qu'on a besoin d'une information réglementaire, dès qu'on a besoin d'avoir le classement d'un produit, on s'adresse à notre autorité qui est la DGA, et vers qui on va demander, qui est le porte d'entrée en fait de nos domaines d'autorisation, qui va être aussi la sortie, avec notamment tout ce qui est conditions liées aux licences d'exportation, qui va être l'autorité de contrôle sur tous les aspects, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer la copie de nos contrats, on va lui envoyer un certain nombre de documents techniques sur les matériels, des documents liés au contrat, comme les certificats de non-réexportation, et tout ce qui est lié au contrôle a posteriori, à savoir notamment les comptes rendus semestriels. Et sur cette base-là, la DGA va venir contrôler, alors soit le contrôle sur pièce, donc par mail en fait, par téléphone, par mail. Elle va nous demander des documents complémentaires pour s'assurer que les opérations qu'on a effectuées sont conformes aux autorisations. Et régulièrement, elle va venir dans l'entreprise pour faire des contrôles plus poussés, ce qu'on appelle les contrôles sur place. On va lui présenter sur des opérations qu'elle aura sélectionnées un certain nombre de documents qui prouvent qu'on a respecté les autorisations, qu'on a respecté les conditions. Et on va lui présenter un certain nombre de preuves tangibles. Donc c'est pas simplement du déclaratif, mais c'est vraiment de la preuve papier sur toutes ces opérations. Donc c'est vraiment notre autorité de tutelle et en même temps de soutien. D'accord. Donc avec tous les éléments que vous nous avez exposés, concrètement, selon vous, quels sont les enjeux de l'export contrôle pour nos entreprises de la BITD ? Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui même la trade compliance, l'export control, plus généralement, c'est d'assurer la conformité avec la loi française, mais aussi les règlements, là où les réglementations étrangères. Et donc ça garantit que les entreprises d'armement, en l'occurrence, sont des entreprises responsables. Ça leur donne une crédibilité
vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs et bien évidemment vis-à-vis de nos autorités. Ça nous permet donc de garantir la conformité de toutes les opérations et donc le respect des réglementations et de prévenir toute infraction, tout ce qui pourrait être porteur de risque pour l'image de l'entreprise en termes de communication. Il suffit d'une opération qui s'est mal déroulée, qui fuite quelque part dans la presse pour dégrader l'image de l'entreprise. Donc on est à très grande visibilité en fait. La trade compliance est vraiment un service indispensable aujourd'hui pour garantir la conformité et l'image de l'entreprise. D'accord, merci. Depuis l'élection de Donald Trump, on parle beaucoup de la réglementation ITAR au sujet des biens militaires américains. Comment est-ce que cette réglementation extraterritoriale impacte-t-elle directement vos missions au quotidien et est-ce que vous pouvez nous expliquer les contraintes que ça représente pour vous dans vos activités quotidiennes ? Alors on en parlait beaucoup avant l'élection de Donald Trump. Donald Trump n'a rien inventé. C'est une réglementation, l'ITAR, qui est une réglementation extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elle s'applique au-delà du territoire des États-Unis. Et donc à partir du moment où on s'approvisionne de composants qui sont fabriqués aux États-Unis, qui sont classés ITAR, c'est-à-dire militaires américains, on devient dépendant des autorisations de l'administration américaine. Donc la problématique elle est là, c'est que ça crée une dépendance. Et à partir du moment où on dépend de la réglementation américaine, comme on peut dépendre d'autres réglementations, britanniques, allemandes, que sais-je, israéliennes, même indiennes maintenant, on accumule les contraintes en termes de réexportation. Et donc ça nécessite de prendre en charge ces contraintes-là à travers une traçabilité de nos opérations, à travers donc toute la conformité de tous les composants qu'on intègre dans nos équipements, conformité pour la réexportation de l'équipement final. Donc il suffit qu'il y ait un tout petit composant classé ITAR dans un équipement Thales pour que l'ensemble de l'équipement nécessite une autorisation de l'administration américaine. Parce que quand on demande la réexportation pour le petit composant, on doit décrire pour quel usage ce composant est destiné, à quel produit, quel destinataire, avec quel circuit commercial. Donc en fait, on va donner un certain nombre d'informations à la fois commerciales et techniques à l'administration américaine. Donc il y a une part au-delà du contrôle des exportations, il y a une part d'informations commerciales qui peuvent être réutilisées par l'administration américaine. Donc c'est assez contraignant à ce niveau-là. Donc, et vis-à-vis de tous ces mouvements politiques actuels aux États-Unis, est-ce que vous craignez une évolution brutale et contraignante ? Quel danger cela représenterait-il pour vous et vos missions ? Donc, la contrainte essentielle, c'est d'avoir un refus de l'administration américaine pour une réexportation vers un pays tiers. On ne pense pas qu'on aura de refus pour une vente vers l'État français, par exemple, puisqu'on est dans le cadre notamment de l'OTAN, on est des pays alliés, donc a priori il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En revanche, vers un pays tiers, ce qu'on appelle le grand export, c'est-à-dire au-delà du cercle Union européenne-OTAN, on peut toujours avoir un refus de réexportation de l'administration américaine. C'est pour ça qu'on parle de dépendance. Et donc à partir du moment où on a un refus, ça bloque l'ensemble d'un contrat. Et donc il y a plusieurs solutions. Soit il y a la solution diplomatique qui consiste à faire intervenir l'administration française, les autorités françaises, la diplomatie française, auprès des autorités américaines, pour obtenir qu'ils lèvent cette interdiction. L'autre solution, c'est de redévelopper un composant alternatif en source soit française, soit autre qu'américaine, pour avoir une alternative et pouvoir exporter le produit in fine, ce qui signifie qu'il faut mettre de l'argent sur la table pour développer un nouveau produit, et donc c'est du temps, c'est à la fois de l'argent et du temps. Donc c'est une contrainte vis-à-vis de notre destinataire final. D'accord, donc comme vous dites, il faudrait développer un nouveau produit qui ne soit pas ITAR. Donc face à ça, la France et l'Europe ont décidé d'appliquer une politique de désitarisation pour pouvoir avoir des matériels pro-européens en termes militaires et indépendants des États-Unis. Est-ce que vous pensez cela possible ? Et est-ce que ça va passer par des phases complexes, longues ? Et est-ce que la DGA risque de poser problème quant à ça ou des limites et des contraintes ?
Alors la DGA est plutôt partisan de cette solution. Maintenant, c'est une question de volonté politique, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir la volonté de le faire et l'argent à mettre sur la table, puisque techniquement, c'est possible de créer des alternatives, mais ça coûte excessivement beaucoup d'argent. Soit on a une vraie volonté politique avec une visibilité à long terme sur ce type de produit, et donc on va développer une filière française ou européenne qui va remplacer finalement la filière américaine avec un certain nombre de débouchés industriels et commerciaux. Oui, c'est possible, mais si c'est pour développer un produit qui va être à usage unique sur un produit, je pense par exemple, voilà, si on a besoin, la France veut aujourd'hui construire un porte-avions. En Europe, il y a très peu de pays qui ont des porte-avions. Si dedans il y a des composants américains, ça ne va pas être des séries extravagantes, ça va être tout petit. Et donc on va mettre beaucoup d'argent sur la table pour développer un produit pour une quantité extrêmement limitée, et donc ça va revenir extrêmement cher. Donc voilà, est-ce qu'on a les moyens financiers et donc la volonté politique derrière d'assumer cette problématique? D'autant plus que si je prends d'autres programmes d'armement, que ce soit des programmes aéronautiques par exemple, on s'aperçoit bien que nos partenaires européens n'achètent pas forcément européens. Et donc ils achètent malheureusement aussi américains. Donc on peut aussi désitariser un certain nombre de produits, mais finalement si les Européens eux-mêmes n'achètent pas ces produits, ça pose un problème là encore, parce qu'on va développer une filière française pour finalement une quantité très limitée. Et donc ça revient extrêmement cher. D'accord. Comment avez-vous vu la réglementation export-contrôle évoluer au cours de ces dernières années au fur et à mesure de votre expérience, et comment cela a-t-il complexifié vos missions d'année en année? Alors la réglementation export-contrôle, c'est vraiment complexifié, ça c'est indéniable. Il y a eu une volonté de simplification de l'administration française, mais ça a abouti en fait à une vraie complexification pour les industriels. Je prends un exemple, il y a encore une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, le système d'autorisation était en 2 étapes. On avait ce qu'on appelait l'agrément préalable qui permettait de signer un contrat, et ensuite l'autorisation d'exportation de matériel de guerre qui permettait de livrer ce contrat. C'était 2 autorisations avec 2 fois le circuit interministériel, donc un système effectivement complexe que la France a fusionné en 2012 en une seule autorisation qu'on a appelée la licence unique, aujourd'hui la licence d'exportation, la licence de transfert ou d'exportation, qui permet à la fois de signer le contrat et d'exporter. Donc à ce niveau-là, il y a une vraie simplification. Mais de l'autre, il y a eu un certain nombre de contraintes supplémentaires pour les industriels qui n'existaient pas avant. Je prends un exemple. Dans ces demandes de licence, on déclare des matériels, des fournitures qui doivent toutes être systématiquement enregistrées à la DGA avec un document technique de définition SIEMG qui précise ce qu'est le produit, ses composants, etc., ses performances. Ça, c'est une chose qui n'existait pas auparavant. Ou très peu. On n'envoyait pas de documents techniques. Les produits n'étaient pas enregistrés systématiquement à la DGA. Aujourd'hui, pour n'importe quoi, il faut enregistrer le produit. Donc là, il y a une complexification. Il y a aussi les conditions d'application des licences qui ont énormément évolué. À une époque où on avait beaucoup de licences sans conditions. On appelait ça des réserves avant. Sans conditions, sans réserve. Et puis vraiment pour les matériels complexes, pour les destinations vraiment sensibles, on avait des conditions. Aujourd'hui, c'est systématique, on a des conditions tout le temps, partout, quelle que soit la destination, quels que soient les produits. Et parfois, on a des pages et des pages de conditions. Donc à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de complexification. Et puis, au-delà de ça, la fusion des 2 autorisations en une licence unique a ajouté, en contrepartie, l'administration a rajouté le contrôle a posteriori, qui n'existait pas auparavant. Puisqu'en fait, le contrôle était fait à la DGA, on envoyait la copie du contrat, ils faisaient l'analyse du contrat et ils nous délivraient de l'AEMG, l'autorisation d'exportation de matériel de guerre, et on ne faisait pas de compte rendu semestriel, on n'envoyait pas tout un tas de documents qui aujourd'hui sont nécessaires. Aujourd'hui, ils font du contrôle sur pièce, ils font du contrôle sur place, tout ça, ça n'existait pas auparavant. Donc ça a responsabilisé l'entreprise, ça a fait que l'export-contrôle a eu plus de travail, elle devient incontournable, alors qu'avant on avait des gens dans l'entreprise qui faisaient de l'export-contrôle
à la marge, mais qui faisait autre chose à côté, qui faisait de la finance, qui faisait de la gestion, qui faisait des choses, qui faisait de la sécurité aussi. Moi, j'étais chez Nexter, j'ai remplacé quelqu'un qui était à la fois officier de sécurité et qui s'occupait du contrôle export. Et moi, j'ai fait que du contrôle export parce que le contrôle export prenait de plus en plus de temps, de plus en plus de justement complexification des procédures, et donc il y a besoin d'apporter un certain nombre d'éléments auprès de l'administration. Selon vous, pour quelles raisons la France a été amenée à un durcissement de l'export-contrôle ? En raison du contexte géopolitique essentiellement. Le premier durcissement, il date en gros des attentats de 2001, World Trade Center. La nécessité de contrôler des choses qui étaient, j'allais dire, moins contrôlées avant, tout ce qui était notamment technologie. On s'est aperçu qu'en fait, avec la technologie, on pouvait permettre à des groupes ou des entités étatiques non autorisées de développer des programmes d'armement où on ne voulait pas qu'elles aillent. Donc il y a eu cette volonté de contrôler ce qu'on appelle les transferts par voie intangible. Et puis tout ce qui est rechange, et puis etc. Avec la montée en croissance du terrorisme et ce qu'on appelle les États terroristes, il y a eu une volonté, avec des programmes d'armement interdits, une volonté non seulement de l'administration française, mais en fait plus largement des groupements, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'arrangement de Wassenaar, que ce soit tout un tas de cercles internationaux, de contrôler plus précisément les armements, les technologies associées, le soutien associé. J'aimerais juste revenir sur la réglementation ITAR. Est-ce que vous pensez qu'à terme, une réglementation étrangère autre qu'américaine pourrait devenir aussi contraignante que l'ITAR, ou ça sera spécifique juste aux États-Unis ? C'est déjà le cas. Avec autant de contrôle et... Alors il y a moins de contrôle, parce que les Américains effectivement s'autorisent même d'aller faire des contrôles dans les entreprises étrangères, ce que ne font pas encore nos alliés, nos amis. Mais on a des pays qui sont parfois plus contraignants, en tout cas moins libéraux que les Américains en termes de réexportation. Je prends le cas des Allemands qui nous ont beaucoup posé de problèmes, et ça c'est publiquement... ça a été publiquement indiqué dans la presse. Les Allemands ont beaucoup bloqué et bloquent toujours parfois certaines exportations. On n'a pas la même politique étrangère. Le problème, si j'ose dire, c'est que les exportations d'armement, c'est un acte de politique étrangère. Et la politique étrangère, ça reste un acte de souveraineté nationale. Qu'on soit dans l'Union européenne, qu'on soit dans l'OTAN, qu'on soit allié, pas allié, etc. Ça reste un acte de souveraineté nationale. En France, c'est le Premier ministre qui décide si oui ou non on autorise l'exportation de tel ou tel produit, tel ou tel armement. Et on peut, avec nos alliés allemands, ne pas avoir la même politique internationale vis-à-vis du grand export, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Et donc on a des composants allemands, on a eu, ou en tout cas des composants allemands dans certains équipements qui ont été bloqués par les autorités allemandes. D'accord. Et du coup, avec cette différence qu'on peut avoir entre la vision de l'exportation, par exemple, vous avez dit la France et entre l'Allemagne, est-ce que ça ne peut pas freiner des projets de développement conjoint ? On peut penser au SCAF, par exemple. Ça peut, dans le sens où ça ne va pas freiner au premier abord, puisque ça va être un programme commun pour les armées, pour chacune des deux armées, et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème en particulier. Le problème va venir ensuite quand on voudra exporter le produit vers un tiers. Il faudra avoir l'accord du gouvernement allemand, ou les Allemands devront avoir l'accord du gouvernement français. Il suffit qu'il y en ait un qui dise non, pour que ça bloque finalement. Donc il y a une perte de souveraineté à ce niveau-là, puisqu'on ne pourra pas... Voilà, si on a un grand pays allié extra-européen qui nous sollicite pour acheter du SCAF, avec lequel on a vendu du Rafale, etc. Donc un pays qui veut aussi enclencher le mouvement, et on veut rester en bon terme avec lui, il faudra quand même qu'on demande l'autorisation des Allemands pour pouvoir lui vendre le SCAF. Et selon vous, quelle est la place de l'intelligence économique dans l'export-contrôle vis-à-vis de votre expérience ? Alors l'avantage de la trade compliance, c'est qu'on touche à tout. Donc moi je travaille avec tout le monde, que ce soit le commerce bien sûr, les programmes managers, les achats, la finance, les douanes internes, et donc aussi l'intelligence économique, qui sont là pour apporter leur soutien, leur expertise quand on a besoin d'eux, notamment sur quand on fait par exemple des demandes de licence, on veut connaître le circuit commercial, quelle est l'honorabilité des sociétés diverses et variées qu'on va mettre dans nos demandes de licence, on va faire appel à la cellule intelligence économique. Quand on veut argumenter sur le fait qu'on a de la concurrence
Donc dans nos demandes de licence, on va indiquer que voilà, on est sur un projet, que tel pays a besoin de tel ou tel produit, mais qu'on a tel ou tel concurrent potentiel dans le pays, à l'étranger, qui est aussi sur place ou qui veut aller sur place. On ne va pas inventer des informations, donc on va faire appel à l'intelligence économique, pour savoir un peu ce qui se passe, quels sont les besoins du pays en question, ce qu'il a déjà, quels sont nos concurrents potentiels. Donc voilà, donc on travaille vraiment avec tout le monde pour argumenter en fait nos demandes d'autorisation. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Et une dernière question, est-ce que vous pourriez me dire quel avenir vous voyez pour l'export contrôle? Est-ce qu'on tend vers un durcissement continu des mesures ou est-ce que potentiellement un assouplissement à long terme pour pouvoir faciliter les entreprises de la BITD? Alors on va pas vers un adoucissement, ça c'est clair et net. En tout cas pas à court terme. La situation internationale étant ce qu'elle est, la problématique du conflit russo-ukrainien depuis maintenant 3 ans, les tensions au Moyen-Orient, les tensions entre l'Inde et le Pakistan, en mer de Chine, etc., font qu'aujourd'hui on est vraiment sur un durcissement et on tend plus vers un retour vers la souveraineté nationale de nos équipements, de nos fabrications. Sur ce plan-là. Et on voit que d'un côté, en plus, il y a une course aux armements liée à tous ces conflits, une course aux armements dans le monde entier, qui font que les ventes, les exportations d'armements sont sur la pente ascendante, qui font que donc la trade compliance est plus indispensable que jamais. Voilà, le jour où on ne vendra plus, on n'exportera plus, oui, la trade compliance sera devenue quasiment inutile. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir interrogés.